Bonjour à tous. On passe au dernier atelier, le meilleur, sur l'intelligence artificielle. Sujet brûlant, évidemment. Donc, je vous présente nos intervenants. Je vais me présenter d'abord. Sheima Zeizouni, avocate et collaboratrice à la délégation des barreaux de France. Thierry Vickers, ancien bâtonnier de Bordeaux, premier vice-président du CCBE, Conseil européen des avocats. Et Marie Even, donc, qui est directrice générale déléguée de Cdiscount, qui est une entreprise internationale mais basée à Bordeaux et qui fait partie du groupe Casino. On va commencer par une question pour la salle. Bon, ceux qui sont en ligne ne feront que regarder. Qui d'entre vous utilise l'intelligence artificielle de façon personnelle ou professionnelle au quotidien? Vous pouvez lever la main juste pour qu'on voit un peu. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, nous sommes entre nous. Alors, quels outils vous utilisez? Un truc qui retranscrit. Okay. Reconnaissance vocale. Reconnaissance vocale, probablement. Monsieur? Oui. D'accord. Et Eh ben, on va faire un test ici avec vous. Non, on a deux autres. Moi, ça m'amuse de savoir. de faire Madame un le bâtonnier. Vous... C'est surtout de la jurisprudence et doctrine. D'accord. Ah, ben voilà. C'est tout. Ok. Qui sont à venir bientôt de Lexis, et puis dans le quotidien, Mistral, Mistral, il y arrive. notamment. Ok. Très bien. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite démonstration de l'outil. Pour s'amuser, pour commencer. Oui, juste pour s'amuser, de Perplexity. On va vous montrer les deux versions. Moi, j'ai une version gratuite, accessible à tous. Et monsieur le vice-président a, lui, la version payante. Et on va voir les différences. Donc, on a posé une question très précise. Monsieur le vice-président a posé une question très précise que vous voyez ici à l'écran. Donc, une consultation. Voilà, clairement. c'est une vraie consultation. C'est-à-dire que il faut quand même faire un gros effort si vous avez cette question à régler et un gros effort de recherche pour se demander si, dans une étude, dans un office, on doit ouvrir une journée comptable même quand on ne fait pas de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est ça la question que j'ai posée. Bon. Et je l'ai posée, c'est plus rapide qu'un collaborateur, il faut être clair. Bon, là, la réponse qui est là, qui a été faite en le temps que monsieur le vice-président termine sa phrase, c'est-à-dire un quart de seconde. Et donc, on est sur une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais, par la suite, voilà, exactement. Donc là, on va poser la question, quels sont les fondements juridiques de cette réponse? De cette obligation. Ici, il faut vérifier si une perte de temps. Tu as encore effectivement des pertes de temps, incontestablement. Et donc là, une réponse qui est sourcée. On voit qu'il y a les sources au-dessus, mais qui est complètement différente de celle qu'on va vous présenter maintenant, qui est avec la version payante. Donc on va poser exactement la même question. On va essayer de retrouver la même question. Oui. Alors, Sinon, je l'ai. vous voyez, hein, je lui pose des questions qui sont extrêmement variables. Ah oui, on a l'historique. On a l'historique, je ne vous cache absolument rien de... Voilà. Hier matin, il y a une cliente qui m'a appelé et qui m'a dit « Je pense que vous êtes le seul spécialiste de l'avance preneur dans un crédit immobilier. » Jamais entendu parler. Mais c'est pas grave. Elle n'avait trouvé aucun avocat à Pau qui connaissait ça et elle téléphonait à Bordeaux. Donc j'ai dit oui et je me suis mis sur Perplexity et évidemment j'ai pu briller en un quart de minute en sachant effectivement ce que c'était que l'avance preneur dans un crédit immobilier. J'ai honte de devoir dire ça, mais j'ai pris le dossier de cette personne et ça s'appelle en intelligence artificielle l'illusion de la compétence et c'est un des risques évidemment de l'intelligence artificielle, vous faire répondre comme si vous saviez à des sujets sur lesquels vous ne connaissez rien. Je connais quand même un petit peu. Voilà, non, mais je voulais pas. Voilà, non, pourquoi les. Et vous voyez pourquoi les boutons, etc. Bon.
Là, voilà ma journée comptable. Là, voilà ma journée comptable. Donc, effectivement, quand on pose la première question, on est à peu près la même chose dans la version payante et dans la version gratuite. Mais la version payante, elle, si on lui demande... Pardon, merci. Alors, j'espérais, parce que vous avez compris que je défends quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et donc, je dis, bon, est-ce que c'est vraiment une disposition réglementaire? Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Il manque de chance. Et il me répond, désolé, l'obligation relève de l'arrêté du 29 janvier 2024. Bon, mais c'est un vieux dossier. Alors, j'essaie d'en savoir un peu plus. Ces dispositions existent-ils depuis longtemps? Et voilà l'historique de la réglementation. Chose qu'on n'a pas en version gratuite. Voilà. Pas Oui. du tout. Oui. Est-ce que vous avez vérifié Oui. les textes? Oui, tout à fait, parce que de fait, il est parfaitement capable, comme tout à l'heure, on l'a fait halluciner assez facilement. Il nous a répondu, dans la version gratuite, il n'y a pas d'obligation réglementaire, c'est-à-dire qu'il a donné une information qui est faute. Bien sûr, je suis allé vérifier les textes, et c'est facile, puisque comme vous l'avez vu, dans ces versions qui commencent à se développer, ils sont sourcés, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller sur la réglementation et par exemple avoir accès au règlement national, au règlement intercours, à un certain nombre de sources que je vais pouvoir vérifier. Et c'est une étape absolument indispensable, puisqu'il est parfaitement capable de vous dire avec beaucoup d'effronterie, voilà l'arrêt, je sais pas quoi, vous allez voir l'arrêt, il ne parle pas de cela. Donc clairement, aujourd'hui, le taux d'hallucination est relativement fort. Dans une étude récente sur LexisNexis et Westlaw, on était à des taux de plus de 30%. Ouais, c'est ça. Mais quand vous utilisez le machin que vous utilisez depuis des années, que ce soit Dalloz, LexisNexis, vous aviez un taux de faux positifs. La dernière fois qu'on a testé, dans les années 90, le nombre de faux positifs sur LexisNexis, on était à 40 ou 50%. Personne n'a jamais poussé les cris d'orfraie, malgré le fait que ça nous fournissait, comme vous le savez, des listes à rallonge avec des tas de choses qui n'avaient rien à voir avec la requête qu'on avait déposée. Donc on est toujours dans ce domaine-là, mais il ne faut pas oublier que cet engin qu'on vous montre cet après-midi, c'est simplement un outil du marché grand public. C'est pas un outil fait pour les avocats et qui travaille sur une base de données qui est une base de données purement juridique. Si vous faites de ce qu'on appelle du fine-tuning et que vous lui faites travailler uniquement les arrêts de la Cour de cassation ou la base de Dalloz ou la base de je ne sais pas quel éditeur juridique, on va faire monter le taux de pertinence dans des conditions qui seront tout à fait satisfaisantes. Donc, en tout cas, moi, ce que je retiens de l'expérience, ça fait pas très longtemps que je m'en sers, mais ça marche, ça répond à une vitesse qui est évidemment stupéfiante. Bien sûr, il y a un travail de recherche. Bien entendu, plus vous posez une question sur laquelle il n'y a pas grand-chose, plus les chances de divergence sont importantes, puisque c'est simplement des modèles probabilistiques, enfin probabilistes, et donc quand il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, ou plus directement, il risque de l'inventer plus facilement que si vous lui posez une question qui est une question relativement documentée. Donc il y a tout ça, mais aujourd'hui, la réponse, c'est utilisable, et ça rend déjà des services qui sont impressionnants. Et est-ce que vous savez combien ça coûte? Exactement. Voilà. 20 € par mois. Je peux me permettre, enfin, vous m'autorisez un retour d'expérience pour Ah me oui, dire ce que bien vous en sûr. pensez Bien sûr. Et je peux donner un nom Un nom de qui? De client? Non. d'un éditeur Une solution. juridique? Oui, sûrement. Alors, beaucoup d'amis me faisaient l'éloge de l'intelligence artificielle en me disant qu'il fallait vraiment que je m'y mette. Et donc, je me suis mis une journée entière sur ChatGPT. Et j'ai posé des questions en droit du travail, en droit immobilier. Tout est faux. 0% de réponse juste. Alors, attention, la réponse première, je contextualise, je dis que je suis avocat, je dis que je suis spécialiste, que j'ai besoin de quelque chose de très précis. La réponse première à une question, est-ce qu'on peut licencier pour faute grave après une mise en demeure pas après une mise en demeure, après une mise à pied disciplinaire qui est intervenue 2 ans avant. Réponse extrêmement
brillante, hein, magnifique. Je jubilais, je me disais, oh, ben, ouais, c'est fabuleux. Je demande les sources, j'étais dans l'extase totale, je vais voir les sources, c'est archi faux. Tout est archi faux. J'ai fait ça donc je me suis dit, c'est peut-être un mauvais exemple, j'ai fait ça vraiment toute la journée. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment parce que et j'étais en version payante la meilleure. Hein. Je suis allé, j'ai appelé LexisNexis, qui dit que le modèle n'est pas encore en vigueur, n'est pas encore commercialisable, mais il va l'être dans 3 jours à peu près, le 30 juin. Et je demande une démo. C'était faux. Même sur LexisNexis. Le commercial était très sympa. Il m'a dit, je vous l'ai dit, c'est pas encore en vigueur, mais j'ai rendez-vous avec lui mardi pour une nouvelle démo. Mais voilà, c'était le retour d'expérience que je voulais faire pour surtout avoir vos propres observations par rapport à ça. Ah mais clairement, il y a aujourd'hui des réponses qui sont des réponses totalement pertinentes et les réponses que vous avez sur l'écran sont parfaitement pertinentes et je les ai vérifiées, sourcées, etc. Et en revanche, sur d'autres questions, vous allez avoir le phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la même chose, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a réponse à tout. Donc il n'y a pas de problème, vous avez toujours une réponse et vous avez toujours une réponse argumentée. Mais sur certaines questions, c'est complètement faux, avec des références de jurisprudence qui sont pas nécessairement inventées, mais qui n'ont pas en tout cas, qui ont un vague rapport éventuellement avec la question posée, sans être l'arrêt qui est annoncé. Donc aujourd'hui, il y a ces cas de divergence. Et il faut les prendre en considération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est totalement impossible de se fier purement et simplement à la réponse qui est donnée. Mais aujourd'hui, malgré tout, l'outil, dans un certain... Et donc, effectivement, j'ai fait l'expérience sur pas mal de choses et sur pas mal de matières. Alors, je ne fais pas de droit du travail, mais hier, au cabinet, on s'est amusé sur du droit public. Et il nous a refait la consultation qu'on venait de faire pour un client. Et il m'a refait... sur la question fine également de quelle différence peut-on faire entre un chemin d'exploitation et une allée privée dans un parc qui, bon, voilà, ça commence à être pointu. Et honnêtement, ça, je l'ai facturé pas mal, quoi. Et il me l'a refaite juste, et j'avais rien à dire. Enfin, je pensais qu'elle était juste puisque c'était la même réponse que celle que j'avais trouvée. Bon. En fait, la question que vous soulevez, c'est la question des systèmes de données sur lesquels fonctionnent les intelligences artificielles. Pour une profession comme celle d'avocat, pour moi, c'est pas intuitif d'aller utiliser l'intelligence artificielle parce que précisément, j'aurais peur d'avoir de mauvaises réponses. En revanche, l'utilisation que je vois aujourd'hui, c'est plutôt une aide à structurer une consultation, une aide à structurer des conclusions parce que ça propose des plans, parce que ça vous sort de la page blanche en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous avez des notes de jurisprudence qui font 10-20 pages, vous les glissez dans l'outil et vous avez un résumé. C'est quand même pas mal quand vous n'avez pas forcément le temps de lire des recherches comme ça, qu'on vous mâche un peu le travail. Et franchement, c'est de qualité. Donc, je pense qu'il y a un sujet de gain de temps important, mais aujourd'hui, les outils à disposition pour les métiers juridiques ne me semblent pas suffisamment fiables pour être utilisés. Chez Cdiscount, nous, on a une approche de l'IA qui est très différente, parce que l'IA, pour nous, c'est d'abord la technologie, puisqu'on est un service technologique. Cdiscount, c'est une entreprise qui a 25 ans, qui a été créée à Bordeaux, dans un garage, comme toutes les startups qui se respectent. Aujourd'hui, on fait 3 milliards de volume d'affaires. On a été un site de e-commerce classique pendant un peu plus de 10 ans, et puis on est devenu une plateforme. Ça veut dire qu'on a permis à des commerçants tiers de venir mettre en ligne leur offre de produits à côté des nôtres. Et donc, on est une place de marché ouverte. Quand on a fait ça, c'était en 2011, on est passé de 70 000 produits à aujourd'hui à peu près 70 millions de produits sur le site. On avait à peu près 80 ingénieurs informaticiens, on en a 600 aujourd'hui. On avait 7 millions de visiteurs uniques, tous les visiteurs différents, tous les mois sur le site. Il y en a 23 millions aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a quand même un tiers de la population française qui vient tous les mois sur Cdiscount. Et quand on passe d'une dimension de site de e-commerce à une dimension de plateforme, ce qui change sont les volumes. Et quand on a des volumes aussi qui ont grandi de façon aussi exponentielle, on ne peut pas faire autrement qu'utiliser l'IA.
Donc l'IA, nous, on y a eu recours depuis plus de 10 ans, à l'époque où elle n'était pas encore générative. Et elle était très parquée dans des équipes qui ne faisaient que de l'IA. Donc d'abord, pour constituer une équipe d'IA, il a fallu qu'on aille chercher un gourou, parce que ce sont des gens qui vivent ensemble en groupe, un peu grégaires. Ils sont souvent un peu bizarres, ils ont à peu près tous fait Polytechnique, et il faut qu'au milieu d'eux vive une espèce de personnalité qui les inspire. Alors je force pas le trait du tout, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc quand on a trouvé notre gourou, on a pu faire venir tout un tas de jeunes très intelligents, beaucoup de garçons, pas beaucoup de filles dans la technologie. Donc on essaie, c'est important, je vous dirai pourquoi après. Et donc, on a monté cette équipe. On est monté à 50 dans les périodes où on a eu beaucoup besoin de monter des solutions d'intelligence artificielle pour accompagner la croissance de ces discounts. Mais c'est resté assez logé dans cette super équipe qui allait de métier en métier, de division en division dans l'entreprise pour apporter son expertise. Aujourd'hui, la différence avec l'intelligence artificielle générative, le changement, c'est qu'elle est dans les mains de tout le monde. Elle n'est plus uniquement dans les mains des experts et elle est, si vous voulez demander une semaine de menu, si vous voulez rentrer ce qui vous reste dans le frigo et qu'est-ce que vous pouvez faire avec, c'est-à-dire la question qui désespère tout le monde le soir en entrant à la maison, il va vous donner une bonne réponse. Et donc ça change tout. Et ça a changé aussi, nous, notre façon d'accompagner l'entreprise dans l'acculturation des collaborateurs, où on était d'abord très tourné sur des collaborateurs très pointus en data science. On a ouvert l'intelligence artificielle aux informaticiens de manière plus générale et à tous les métiers de l'entreprise, et de différentes façons. Peut-être que je peux m'arrêter là et on reprendra la question parce de que sinon ça va être long. Mais voilà, pour dire le grand changement, c'est ça, c'est que c'est entre les mains de tous aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Alors maintenant, on va passer plutôt sur la question de la régulation. On a parlé d'un peu d'acculturation. On revient un peu droit. Comme vous le savez, l'AI Act a été adopté il y a très peu. Il doit encore paraître au journal officiel d'ici juillet. Normalement, il y a eu quelques petits retards, mais ça devrait se faire. Monsieur le vice-président, peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le parcours législatif de l'AI Act, qui est concerné, quelles sont les obligations et qu'est-ce qu'il prévoit de façon plus générale? Alors, dans le cadre de cette démonstration, il a été convenu avec la DBF qu'on allait me donner à traiter un sujet que je ne connaissais pas et que je traiterai uniquement à travers l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ce que vous allez voir, vous allez essayer de deviner chaque fois si la slide qui a été créée est une slide que j'ai créée ou si c'est une slide qui a été faite en 15 secondes par copilote à partir de PowerPoint. Donc, je vous laisse deviner. Alors, celle-là. Ah, vous êtes courageux. Copilote, bien sûr. Copilote. Donc, qu'est-ce donc que l'IA Act? Eh bien, bravo. Oui, copilote aussi. Ah oui, elle est là. Copilote aussi, bien sûr, copilote. Ça. Oui, c'est la présentation. Il faut le demander à la machine. Hein. Moi, je. Voilà, c'est une présentation générale, c'est pas mal. Bon, voilà. Ah, c'est bon. Et voilà. Donc, de fait, c'est vrai que cet IA Act qui va sortir là dans les tout prochains jours, c'est la première législation mondiale dédiée à l'intelligence artificielle. Et c'est probablement, ça sera certainement un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est probablement également un modèle, pas difficile. Il y a 15 jours, l'État du Colorado a voté son propre Intelligence Artificielle Act et c'est plus ou moins la duplique, ou en tout cas c'est largement inspiré des principes qui sont ceux de l'acte sur l'intelligence artificielle européen. Cet acte, on va essayer d'en suivre le parcours institutionnel, puisque ce parcours institutionnel s'achève aujourd'hui. Hop. C'est une fois sur deux. C'est une fois sur deux, c'est un peu difficile, mais le voilà. Bon, alors, cette dia, il y a ou pas?
Eh non, ça, Eh celle-là, non. elle est à moi. Donc, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé il y a pratiquement 3 ans, au mois d'avril 2021, par un projet qui est un projet de la Commission. Vous savez que en matière de construction législative européenne, il y a plusieurs acteurs. Et ça a donc commencé par ce projet 2021, sur lequel d'ailleurs la profession, c'est-à-dire le Conseil des barreaux européens, a été consulté à l'époque et a fourni un certain nombre de réponses. On va avoir ensuite, pendant 2 ans, un travail qui est un travail qui associe le Parlement européen, le Conseil, avec toute une série d'amendements qui sont des amendements importants. Il faut... Ceux qui ont suivi le sujet depuis le début se rappellent peut-être que, par exemple, les systèmes biométriques dans la première version, ils étaient assez largement autorisés dès qu'on était en présence d'une infraction lourde, c'est-à-dire punie de plus de 3 ans d'emprisonnement. Et vous savez que, par exemple, en France, ça embarque la totalité du code pénal, sauf peut-être les infractions au stationnement. Donc, c'était vraiment très considérable comme menace sur les libertés. Il y a eu aussi un gros travail qui a été réalisé avec l'aide du Parlement sur toutes les questions liées aux droits d'auteur sur les données d'entraînement, et vous verrez tout à l'heure qu'on retrouvera ces questions lorsqu'on étudiera, lorsqu'on verra les principes. Finalement, on arrive au début de l'année 2024, en février 2024, avec l'adoption par les deux commissions du Parlement européen, commission Libé et Liberté et commission sur le marché intérieur, qui adoptent donc le texte. Et donc c'est la fin du trilogue, c'est-à-dire de cet échange entre les 3 composantes institutionnelles, et donc l'adoption au mois de février 2024. Puis ensuite, le passage devant le Parlement européen, c'est le mois d'avril. On termine par l'approbation au Conseil et finalement la publication qui va arriver incessamment avec 2 ans. Vous avez 2 ans pour mettre en œuvre. Donc, c'est à partir de... les starting blocks. On est dans les starting blocks. Vous allez avoir besoin de nous. Bien sûr. Et donc, le principe général, c'est cette idée d'une réglementation qui est basée sur les risques. Et donc, tout le mécanisme de l'acte sur l'intelligence artificielle résonne à partir d'une identification d'un certain nombre de secteurs sur lesquels les risques sont plus ou moins importants. Vous avez une série, donc une pyramide avec en haut les risques inacceptables. Donc là, les systèmes d'intelligence artificielle sont purement et simplement interdits sur le marché européen. Et ensuite, une gradation au risque limité, ou alors absence supposée de risque. Et chaque fois, et en fonction évidemment de l'endroit de la pyramide où vous allez vous situer, vous allez avoir des obligations réglementaires qui vont être des obligations réglementaires différentes. Et cette slide, c'est moi qui l'ai faite, et je suis un peu déçu que vous ne me reconnaissiez pas et que vous croyiez chaque fois que c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est vous dire la faiblesse qui reste au pauvre cerveau humain. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, que va-t-on trouver dans les risques inacceptables? Dans les risques inacceptables, eh bien, vous avez des choses... ensuite, donc, risque élevé... qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, ce truc. Hop, voilà. Donc, dans le risque inacceptable, vous avez des choses... Ça vous serait venu à l'esprit probablement, la notation sociale à la chinoise. Ça ne se fera pas en Europe, ou en tout cas pas tout de suite. La manipulation mentale n'est pas également autorisée. Tout le monde sait que c'est faux. Et enfin, l'identification biométrique en temps réel est également frappée d'une interdiction qui est une interdiction totale. Ensuite, si on s'intéresse au risque élevé, là, on va retrouver l'essentiel des services publics, on va retrouver la sécurité et on va retrouver la justice. La justice est classée parmi les systèmes qui sont les systèmes à haut risque, et donc on va avoir toute une série de contrôles, un contrôle ex ante au moment de la conception du système, et ensuite un contrôle au moment de l'entrée sur le marché, avec même un visa Union européenne, CE. Et puis, pour terminer, bien sûr, lorsqu'on est en risque limité, on va avoir une obligation de transparence, c'est-à-dire qu'on va devoir indiquer qu'on utilise l'IA, mais on n'aura pas d'autres obligations.
Alors, en clair, pour se concentrer sur ce qui me paraît être l'essentiel, c'est-à-dire l'IA à haut risque, que va-t-on retrouver dans la réglementation? On va retrouver un système d'évaluation. Alors, c'est lourd, mais c'est lourd, c'est inimaginable. Si ça marche, le RGPD est loin derrière par rapport. Hein. C'est un truc, c'est une magnifique usine à gaz. C'est à croire qu'on n'apprend rien. On en reparlera. Tant qu'on laisse à un moment donné les juristes prendre la parole, assurez-vous, nous sommes capables de construire des usines à gaz et de bloquer la totalité du système. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc vous commencez par un système d'évaluation de la conformité avant l'entrée sur le marché par des organismes désignés. Ensuite, vous avez un marquage donc de CE pour l'entrée sur le marché. Vous avez un certain nombre d'obligations sur la documentation technique de votre outil. Vous devez être capable de démontrer, d'expliquer vos résultats et d'être transparent avec des décisions compréhensibles et explicables. On vous a montré tout à l'heure comme ça allait être facile. C'est assez facile. Si vous payez les 20 €, c'est mieux que si vous ne payez pas les 20 €, ce qui me paraît tout à fait explicable comme différence. Et puis, ça, c'est du côté du producteur. Mais il y a également l'utilisateur. La particularité de ces outils, vous le savez, c'est que l'utilisateur va les faire lui-même évoluer par les données qu'il va employer, par les questions qu'il va poser, par toutes les inputs qu'il va fournir. Donc, de votre côté aussi, vous allez avoir... Voilà. Et vous avez donc, bien sûr, la surveillance humaine du système, une obligation de mettre en place un système de gestion des risques. Vous allez devoir vous enregistrer dans une base de données qui va être mise donc en place au niveau de l'Union européenne qui est dédiée à l'IA à haut risque. Et pour terminer, l'obligation de conserver la trace de la manière dont l'outil a été utilisé pour qu'on soit en mesure, postérieurement à la commercialisation, de retracer la façon dont l'outil a été utilisé. Bon, une fois encore, on est dans le haut risque. Vous n'êtes pas considéré comme du haut risque. Non, mais on a un ou deux usages dont je pourrais parler où on se posera la question. D'accord. Alors, voilà comment ça fonctionne. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait dit sur la première question. C'est exact. Voilà. Mais justement, on va passer à vous, Marie-Hélène. Est-ce que vous pourriez expliquer les outils, les cas d'usage que vous produisez ou distribuez chez Cdiscount et en quoi justement ces différentes obligations vont vous impacter? Donc, dans les deux grands cas d'usage de l'intelligence artificielle générative, nous avons la personnalisation de la relation client, qui est quand même un champ d'utilisation de l'IAG extrêmement vaste et je pense que tous les opérateurs économiques qui ont des relations B2C l'ont compris. Et l'autre champ qui pour nous est très très important, c'est la gestion des volumes sur la marketplace et en particulier de nos produits. Je vais commencer par ce second point. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on a un produit sur la plateforme, 80 millions, entre 70 et 80 millions de produits, si le produit n'est pas bien classé, si vous le cherchez, vous ne le trouverez jamais. Si vous ne le trouvez pas, on ne pourra pas vous le vendre. Voilà. Je donne un exemple. Nous avions un t-shirt avec un gros cornichon et un message humoristique. Chacun ses goûts. Il ne se vendait pas. Alors au début, on a pensé que c'était parce qu'il était moche, mais pas du tout. Il était classé dans le rayon des condiments. Donc, quand vous cherchez des cornichons, vous trouvez un t-shirt, vous ne l'achetez pas. Et quand vous cherchez un t-shirt humoristique, vous trouvez des condiments et vous n'achetez pas non plus. Donc ce t-shirt ne se vendait pas. Et puis on a passé le t-shirt et surtout la fiche produit qui décrit le t-shirt. Alors une fiche produit, c'est comme un fichier Excel, il y a des cases. Et quand c'est bien rempli, c'est bien rempli. C'est ce qu'on appelle les données structurées. Et puis, il y a des endroits où les données ne sont pas bien structurées. Et quand ce n'est pas bien structuré, nous, on n'arrive pas à bien classer. Et donc, si ce n'est pas bien classé, nous n'arrivons pas à vous montrer le bon produit que vous cherchez. Et précisément, mon t-shirt cornichon, il était assorti de données qui n'étaient pas structurées. Donc, nous n'arrivions pas à le classer avec l'IA classique. Donc, on l'a passé dans le ChatGPT. Et ChatGPT nous a sorti une fiche produit où au lieu de nous dire que notre t-shirt cornichon était un condiment, nous a bien dit que c'était un vêtement, que c'était du textile, que c'était du 100% coton. Et hop,
et notre t-shirt a retrouvé une seconde vie dans le rayon prêt-à-porter et aujourd'hui nous le vendons. Voilà, même si ça peut paraître surprenant. Il vous en reste ? Je vous le montrerai la prochaine fois. La réalité, c'est que quand on classe correctement une fiche produit, le taux de transformation monte de 30%. On vend 30% plus. Donc c'est absolument colossal. Là, j'ai pris un exemple très caricatural, mais par exemple, si vous êtes sur le site et que vous cherchez une parure de lit, donc vous voulez la housse de couette et les housses de coussin assorties. Vous voulez une parure, vous ne voulez pas vous embêter à passer du temps à chercher la housse d'un côté, les coussins de l'autre, dans les bonnes dimensions, etc. Si on vous met en liste de résultats sur votre page de recherche que des draps épars d'été, des housses, vous allez changer de site et vous allez aller ailleurs. Si en revanche, on vous donne bien des parures toutes constituées, vous allez regarder et normalement vous devriez acheter. Donc c'est important que les parures de lit soient classées dans les parures de lit, que les housses de couette soient classées dans les housses de couette. Donc ça a l'air très trivial, mais à l'arrivée, c'est un commerce qui fonctionne ou un commerce qui ne fonctionne pas. Et quand on parle de 80 millions d'offres, on parle forcément d'IA. Et quand on parle d'IA générative, on a un taux d'excellence qui est vraiment exponentielle et donc une performance économique pour l'entreprise qui est vraiment au rendez-vous. Et nous, on a vu la différence, on gagne des points de volume d'affaires rien qu'avec cet usage-là. Alors, ça n'est jamais fini. Donc, on est toujours en train d'enrichir nos fiches produits. Il y a les présenter de la façon plus structurée pour mieux les classer. Et puis après, il y a les enrichir. C'est comment je vais sur Internet chercher des informations sur mes produits, comment je m'assure que ce sont des bonnes informations et comment j'enrichis mes fiches produits avec. Pourquoi je fais ça ? Parce que plus j'ai une fiche produit bien complétée avec beaucoup d'informations et des informations exactes, plus je vends, tout simplement. Donc on a une vraie enjeu à avoir une information du consommateur complète, exacte, et l'IA générative nous aide beaucoup à accélérer ce mouvement-là. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage qu'on a eu, c'est la personnalisation de la relation, et notamment avec un chatbot qui est géré par de l'IA générative. Donc avant, on avait un chatbot classique comme tout le monde, qui marche moyennement bien comme tout le monde. Et puis, on est passé à l'IA générative. Donc aujourd'hui, quand vous posez une question, vous pouvez demander sur telle télé combien j'ai de ports HDMI, est-ce que ce jouet est approprié à un enfant de 3 ans ? Et les réponses sont vraiment de qualité. On a questionné les clients pour connaître leur niveau de satisfaction, et le niveau de satisfaction est plus important que quand c'est un opérateur qui répond, parce qu'en fait, l'IA a accès à davantage d'informations que l'opérateur. On a fait le choix de dire aux clients quand ils parlent à une IA. On a une approche, je ne vais pas en parler maintenant, mais je pense que l'IA, c'est important de l'appréhender avec un prisme juridique, évidemment, mais éthique aussi. Donc nous, on a pris le parti de dire aux consommateurs, voilà, vous parlez à une IA, est-ce que ça vous convient ? Si ça ne vous convient pas, vous pouvez parler à un opérateur. Ça nous paraît important. Voilà. Quand le client choisit de parler avec l'IA, les résultats sont vraiment extrêmement performants. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça ne nous a pas permis de supprimer des opérateurs. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a pris le sujet. On a pris le sujet dans le sens où on répond à davantage de clients beaucoup plus vite. Voilà. Et donc, on est au rendez-vous de la demande client. Les clients posent beaucoup de questions. Donc, au lieu d'attendre 5 minutes, voire 2 heures de réponse, ils n'attendent plus parce qu'ils ont leur réponse. Donc ça, c'est une performance également dans la relation client qui est vraiment une belle progression pour ces discounts. Micro. Oui, on n'a pas bougé le nombre d'opérateurs. On a toujours des opérateurs, notamment d'abord pour les clients qui ne souhaitent pas parler à une IA, pour les produits complexes, pour les produits de marque premium pour lesquels on ne met que des opérateurs parce que c'est un accord avec la marque, par exemple. Voilà. Sur quoi est-ce que vous avez entraîné votre chatbot ? On l'entraîne sur plusieurs IA. La toute première, c'était ChatGPT avant qu'elle ne sorte dans le public, parce que comme on est dans ces sujets-là depuis des années, on a les relations qu'on a avec les éditeurs, et donc on avait pu avoir accès à l'outil. Mais on utilise tout ce qui se présente sur le marché. On teste tout, en fait. On teste tout en permanence. Ça, ce sont les usages qu'on a pour nos clients pour rendre plus performant le service que Cdiscount rend à ses clients. Le deuxième aspect du recours à l'intelligence artificielle, c'est une meilleure performance dans l'exécution de nos opérations et dans notre productivité. Je vous l'ai dit, nous avons 600 ingénieurs informaticiens, ce sont des gens qui codent pour la plupart.
Coder, c'est comme écrire un livre. Donc il y a un titre, un sous-titre, grand 1, grand B, comme les dissertes en droit, c'est la même chose. Toujours de la même façon. Et à l'intérieur, le code raconte ce qu'il faut montrer au client. Ce que permet les outils d'intelligence artificielle générative, c'est par exemple de créer en 30 millièmes de seconde la structure du code. Donc on gagne du temps, il n'y a pas d'erreur, c'est uniforme. Et on laisse et on concentre les développeurs sur les tâches de codage à valeur ajoutée où il y a de la réflexion. Donc ça fait gagner entre 10 à 30% de productivité selon les tâches, les opérateurs. Ce qui a été très intéressant de constater, c'est que on pensait que ce serait plutôt nos jeunes collaborateurs qui seraient performants et nos jeunes collaborateurs développeurs qui seraient performants avec ces outils, parce que plus d'appétence, habitués, etc. Et finalement, on se rend compte que ce sont plutôt les développeurs qui sont avancés dans la carrière qui sont plus performants. Parce qu'en fait, on voit bien que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, ne remplace pas l'expérience. Il apporte une aide, mais il n'y a pas de fracture. Et c'était une inquiétude pour nous, qu'il n'y ait pas de fracture de génération dans l'utilisation de ces outils. Voilà. Donc, je dirais que l'expérience de nos équipes reste très précieuse en dépit de l'accélération qu'apportent ces outils-là. Merci pour vos exemples. De ce qu'on voit, ça a l'air de bien fonctionner chez Cdiscount au niveau IA, mais on va quand même passer aux difficultés parce que je suppose qu'il y en bien a. sûr. Au niveau pratique, est-ce que vous pourriez présenter 2-3 difficultés qui sont opposées Alors, on a un usage de l'IA qui est toujours vraiment sous surveillance, c'est notre outil de scoring. Cdiscount a inventé le paiement en 4 fois en ligne. Donc ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est nous qui l'avons inventé, un parcours complètement fluide, où on ne vous demande pas votre carte d'identité, pas votre bulletin de paie, etc. Et pour autant, on vous a scoré. Donc on vous a scoré de plein de façons. On a un algorithme qui est extrêmement complet, qui intègre des variables qui vous concernent, vos historiques d'achat chez nous, la façon dont vous avez navigué sur le site, est-ce que vous avez eu des impayés, pas des impayés. D'ailleurs, quand vous avez eu des impayés que vous avez régularisés, on vous fait confiance. Donc c'est pas du tout un critère d'exclusion, au contraire, c'est plutôt un critère de confiance. Et puis d'autres données qui sont notamment des données qui viennent de l'INSEE, tout un tas de données qui viennent à un moment. Le produit que vous achetez. Voilà, si vous achetez un iPhone, le dernier qui vient de sortir, c'est plus risqué que quand vous achetez une cafetière. Voilà. Parce que ce sont des produits qui peuvent être fraudés, volés, etc. Et donc, ces outils de scoring-là, ça veut dire que quelque part, on vous profile de manière très fine et selon la réponse, on va vous exclure d'un droit. Voilà. Donc, vous avez accès au crédit ou pas. Donc, quand on a mis en place l'IA chez Cdiscount il y a une dizaine d'années, on avait déjà approché l'IA sous l'angle de l'éthique. Donc, on avait constitué un comité éthique et IA et on passait dans toutes les équipes qui utilisaient l'IA pour regarder ce qu'elles faisaient avec, quelles données elles utilisaient, quelles données, métadonnées arrivaient de l'usage. C'est-à-dire que quand on utilise des systèmes de données, il y a d'autres données qui se créent par-dessus, par agrégation, par recoupement, etc. Et quand on est arrivé sur le scoring, on s'est aperçu que, comme dans toutes les banques, il y a un critère qui fait que quand vous êtes une femme, vous avez moins accès au crédit. Ça, c'est une règle universelle qui se retrouve dans les scores des banques. Et en fait, le fait d'intégrer ces paramètres-là et ces variables-là dans les scores continue à propager ce biais et en tout cas cette inégalité de traitement. Et nous, on a fait le choix de retirer le genre de nos outils de scoring. Voilà. Pour des questions d'éthique et pour des questions de valeur que l'entreprise défend. Une entreprise dans un secteur qui est éminemment masculin. Et donc, c'est important pour nous de promouvoir la parité. Et on le fait aussi dans la constitution de nos outils d'IA. Et donc, aujourd'hui, pour en arriver à l'IA Act, notre outil de scoring fera, je pense, partie des outils à risque élevé. Et donc, il va falloir qu'on regarde à nouveau cet outil sous l'angle de ce texte, avec une approche par les risques. Alors, bon, on est sur des achats qui sont, je dirais, mesurés, puisque là, la moyenne d'un achat chez nous, ça doit être 150 € à peu près. Ce sont des crédits affectés. Il y a des encours maximum. Bon, on arrive à expliquer déjà pourquoi, dans les systèmes actuels, sous l'angle RGPD, je ne parle pas sous l'angle IA Act,
on passe sous les fourches codines du risque élevé. Mais la question, oui, va se reposer. Et c'est vrai qu'après, sont associées à cette qualification de risque élevé des contraintes qui sont extrêmement importantes pour les entreprises. Ça prend du temps et puis ça demande surtout une compétence très pointue. Et à part les entreprises, les grands groupes, les entreprises technologiques, franchement, je ne sais pas comment les entreprises de secteurs plus classiques et les entreprises plus petites peuvent faire face à ce type d'obligations. Bah, ça va être notre rôle, les avocats. Il y a un marché qui s'ouvre. Exactement. On pourrait peut-être parler aussi des difficultés. Bon, là, on a parlé niveau pratique. Effectivement, le scoring va tomber dans l'IA au risque avec des obligations bien plus fournies qu'une IA, on va dire, normale. Mais l'IA Act aussi va, je pense, donner des difficultés au niveau juridique peut-être de mise en œuvre. Monsieur le vice-président, je pense que vous pouvez peut-être les présenter et je pense qu'il y en a pas mal. On va essayer effectivement de revenir sur ces difficultés de mise en œuvre et on est obligé, comme on l'a fait tout à l'heure, de se placer successivement du côté des entreprises qui sont les entreprises conceptrices, et c'est vrai que dans l'ensemble ce sont d'énormes acteurs, même si on peut voir arriver quelques startups sur ce marché-là, mais c'est vrai qu'on est face à des mastodontes, et puis de l'autre côté bien sûr les utilisateurs. Alors du côté des entreprises conceptrices, bien on va retrouver un petit peu ce qu'on a déjà abordé tout à l'heure, c'est-à-dire que il va y avoir un travail qui est un travail de conformité à réaliser, et bien sûr qui dit conformité dit contrôle juridique, puisque sur ce plan-là, je raisonne en avocat, avec tout ce travail qui est ce travail que j'ai déjà présenté, d'évaluation avant la mise sur le marché et de conception d'une véritable documentation technique qui doit être conforme aux stipulations de l'IA Act. Ensuite, on a un vrai sujet qui est celui des droits d'auteur sur les données d'entraînement. C'est vraiment un des sujets sur lesquels le Parlement européen a beaucoup planché et il est arrivé à une solution qui est assez originale et qui va donner lieu très probablement à des contentieux sans fin. Il impose à l'entreprise conceptrice de rédiger un résumé suffisamment détaillé qui doit permettre aux ayants droit éventuels des données qui ont pu être utilisées de vérifier la régularité et la question d'un éventuel contentieux sur les droits d'auteur. Donc ça, très probablement, sur les masses de données qui sont les masses de données utilisées, ça va être assez amusant. Ensuite, évidemment, vous avez la question de la responsabilité qui va être extrêmement significative, puisque, bien sûr, vous avez, au moment de la conception, une première phase de responsabilité qui pèse sur le concepteur, mais puisque ensuite l'outil est lâché dans la nature et qu'il ne reste pas inerte, qu'il va dépendre des habitudes de son utilisateur. Vous nous avez donné des exemples de variations d'utilisation. Eh bien, ces variations d'utilisation vont également engendrer immédiatement la question de savoir si la déviation ou l'anomalie qui va être relevée, qui est susceptible d'engager la responsabilité, relève d'une faute du concepteur ou de l'utilisateur. Et puis ensuite, vous avez une masse qui va là aussi nous intéresser, qui est celle de la coordination, puisque on est sur un règlement européen, donc il n'y aura pas de transposition, mais il y a quand même une mise en œuvre nationale, et non seulement il y a une mise en œuvre nationale, mais il va y avoir des autorités nationales qui vont être chargées d'intervenir. Donc il va y avoir toute une question de coordination. Comment on connaît déjà en termes notamment de concurrence. On sait que les autorités de la concurrence sont nationales et sont pas systématiquement réagissent pas systématiquement de la même façon. Et vous connaissez largement le sujet aussi. Et puis évidemment, on a la question des changements technologiques qui va avoir incontestablement, qui va être certainement un sujet considérable compte tenu de la vitesse absolument incroyable à laquelle les outils se développent. C'est exact. Alors, si les producteurs et les concepteurs, comme on l'a montré ici, sont régulés par l'AI Act, ce n'est pas vraiment le cas des utilisateurs, qui eux n'ont pas de règles. Mais nous, en tant qu'avocats, bien évidemment, nous sommes soumis à des règles déontologiques.
Et bien évidemment, il faut pouvoir les concilier avec votre utilisation d'intelligence artificielle dans le cadre de votre activité. Alors, comment concilier ces impératifs déontologiques et en même temps l'envie de profiter pleinement des nouvelles technologies comme l'IA? Alors, non, vous avez halluciné à l'instant. Les utilisateurs, ils ont des obligations. Voilà. Ils ont des obligations. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ces obligations, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont deux véritables obligations. Et si cet engin veut bien démarrer, toc, vous voyez l'inconvénient de recourir à des outils purement physiques qui sont... hop, vous arrivez à faire passer la dia suivante? Voilà, parfait. Donc les utilisateurs, ils ont des obligations. Et ces obligations, elles commencent bien sûr par la conformité. Là, ça va rappeler à tous ceux qui ont travaillé sur le RGPD des concepts connus, puisque la première chose que vous aurez à faire en tant qu'avocat pour un client, c'est de l'aider à mettre en place cette cartographie. Je vais peut-être Allez-y. rebasculer Oui. dans le camp des avocats, moi. Mais oui, non, mais votre double compétence va être extrêmement précieuse, quel que soit l'endroit du marché où vous vous trouvez. Et donc, avec l'obligation de procéder à cette évaluation de chacun des risques, puisque je vous rappelle que selon l'endroit où vous vous placez et votre... Mais vous l'avez tout à l'heure parfaitement indiqué en disant notre système de scoring, où dans la pyramide va-t-il se trouver? Est-ce qu'il est à haut risque ou est-ce qu'il est moyen? Et la différence, c'est évidemment les obligations. Transparence, donc explicabilité à la fois des données d'entrée, mais également avec une documentation d'utilisation. Là aussi, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels on pourra être appelé. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que reproduire des résultats, comprendre ce qui s'est véritablement passé dans une IA, c'est pas aussi simple dans une IA générative que dans une IA normale ou dans un système d'information classique en fait. Donc ça, c'est un véritable enjeu. D'autant plus que pour le coup, les éditeurs sont assez boîte noire, donc ça n'aide pas à la compréhension de l'utilisateur. Tout à l'heure, on a posé 2 fois la même question et il nous a pas répondu 2 fois la même chose. Et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà un petit peu le schéma en ce qui concerne les utilisateurs. Avec évidemment un dernier élément qui nous intéressera, c'est la revue des contrats, que ce soit les contrats en amont ou les contrats, les contrats sur le plan national. Et puis, il y a un système de sanctions qui sont supposées être dissuasives, puisque 7% du chiffre d'affaires mondial ou capé à 35 millions d'euros, ça commence à perturber, peut-être pas les géants, mais quand même, ça les agace un peu. Donc, vous avez la même chose. Il y a un système de suivi, c'est-à-dire que de la même façon que dans le RGPD, vous avez l'obligation de signaler les fuites de données, là aussi, vous allez retrouver un même système d'obligation d'information des autorités nationales chaque fois que vous avez eu un problème. Et là aussi, avec des sanctions qui sont des sanctions du même type, 7%, 35 millions du chiffre d'affaires. Et puis, vous allez avoir ensuite d'autres obligations, donc avec des pénalités moins lourdes, mais on ne sait pas encore ce que seront les sanctions nationales, puisqu'on va pouvoir rajouter au règlement des sanctions nationales, et je suis convaincu que en France, on fera preuve d'imagination. Et puis pour terminer, c'est retrait du marché. Oui. Ce qui est quand même assez rugueux aussi. Effectivement. Donc avec toutes ces obligations, évidemment, nombreuses, multiples et assez longues, qu'en est-il des avocats? Alors, vraiment, c'est la question, je pense aussi, la plus importante ici. Pour ceux qui l'utilisent, ceux qui ne l'utilisent pas et qui souhaiteraient l'utiliser, comment faire tout en étant évidemment respectueux de la déontologie, mais aussi honnête vis-à-vis du client. On ne peut pas tout faire. Hein. Alors, je pense qu'effectivement, on peut essayer de faire une cartographie des points sensibles. Et donc là, sur ce dessin, et c'est moi qui l'ai fait. Ah, j'allais dire voilà. Ça, c'est vous. C'est moi qui l'ai fait, j'en ai trouvé 7 parce que j'ai quand même utilisé un schéma où il y avait 7 pointes. Hein. Donc,
La première question, on l'a vu déjà, c'est il faut vérifier les réponses et on est obligé de remonter aux sources. Vous l'avez dit tout à l'heure, si j'étais pas remonté aux sources et je m'étais contenté de la belle réponse que j'avais à l'écran, j'aurais fait n'importe quoi. Donc effectivement, le premier élément, c'est la remontée aux sources, c'est absolument indispensable. La deuxième, je l'ai cité également, c'est l'illusion de la compétence. C'est incroyable cet outil. Vous pouvez répondre à tout et à tous instantanément. Et donc, si vous vous laissez griser par l'outil, vous allez nécessairement sortir de votre champ de compétences. Or, nous avons une obligation de compétence. Et c'est pas parce qu'on utilise un outil d'intelligence artificielle que l'obligation de compétence est levée. Donc, nous devons respecter notre obligation de compétence et essayer de s'abstenir. Ça va être dur, je peux vous le dire. De répondre dans des sujets qu'on ne connaît pas. Et puis, évidemment, il y a la question du transfert des données confidentielles. Il y a un petit outil qui est super commode, qui est Copilot que vous avez. Et donc, quand vous avez Copilot, vous avez Microsoft Edge. Et vous utilisez, pour ouvrir un PDF, vous dites « Ouvre le PDF avec Microsoft Edge ». Donc, il vous ouvre le PDF et à ce moment-là, vous avez les fonctions de Copilot dans le PDF et vous lui dites « Résume les 60 pages que je viens du PV de police. Vous avez ce machin qui dure avec je ne sais pas combien de fautes d'orthographe, etc. Résume-moi ça en 4 pages. » Et vous avez balancé votre dossier d'instruction sur Internet. Donc, évidemment, la maîtrise des données personnelles et des données confidentielles fait partie des questions que les cabinets d'avocats doivent se poser. Ensuite, il y a la question, et vous l'avez abordé tout à l'heure, est-ce que je dis ou est-ce que je ne dis pas à mon client que le machin, que la consultation de 3 pages qu'il vient de recevoir a été conçue en 1 minute et demie sur Internet. Donc c'est évidemment l'obligation de transparence et je pense que nous avons, si nous ne l'avons pas déjà, nous allons l'avoir. Cette obligation de transparence, elle est dans la plupart des réflexions de la profession sur l'intelligence artificielle. Il va y avoir un travail du CCBE, il y a le travail du barreau de New York qui est sorti il y a 4 semaines, il y a donc un certain nombre de barreaux qui ont déjà réagi à cela, et chaque fois, vous avez l'obligation de transparence, bien entendu. Et puis, voilà, il faut essayer d'apprendre à s'en servir quand même un petit peu. C'est pas très compliqué, mais il faut simplement, dans notre métier, vous allez voir assez facilement que vous pouvez arriver à lui faire dire l'inverse de ce qu'elle vous a dit. Ce qui est très commode, parce qu'il faut bien, si vous voulez développer des argumentaires, c'est un super outil. Vous arrivez à lui faire dire l'inverse de ce qu'elle a dit un instant avant. Et donc, vous pouvez... C'est un vrai avocat. Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement, elle est capable de soutenir avec la même conviction une chose et son contraire. Et puis, j'ai dû en rajouter un autre, et je ne sais pas lequel, parce que c'est passé. Et suivre les évolutions, parce qu'effectivement, ça change toutes les 5 minutes. Donc, vous avez un super outil, mais il se trouve que depuis 15 jours, il y a quelqu'un d'autre sur le marché qui a mis un truc encore plus super, et que c'est celui-là qu'il faut utiliser. Je pense qu'il sera difficile. Qu'est-ce que tu appelles total en cette matière où tu utilises ou tu n'utilises pas l'IA? À partir du moment où tu l'utilises et que tu considères que tu as une obligation de transparence, tu dois dire j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Alors tu peux le faire comme ça sera dans le domaine de... Aujourd'hui, vous savez qu'en matière de... dans notre droit national et en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, l'administration ne peut pas rendre des décisions qui soient des décisions entièrement automatisées et qu'il faut qu'il y ait une intervention humaine et sinon, il doit être indiqué que c'est etc., etc. Et donc, vous avez cet exemple fabuleux du système, comment il s'appelle là, le truc, la plateforme... Parcoursup, dans laquelle tout est automatisé à 99,99%. Mais il y a une intervention humaine, il y a une commission de validation. Et donc, quand vous regardez le programme de la commission de validation, c'est-à-dire l'intervention humaine qui fait que ce n'est pas un système informatique, 12 000 personnes en 1 heure. Donc, effectivement, on a juste appuyé sur le bouton, c'est l'intervention humaine. Donc, voilà,
Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on se pose des questions qu'on se posera pas, qu'on se posera plus dans 6 mois, dans 1 an, parce que de toute façon, ça sera tellement répandu que la question se posera plus. C'est pas vis-à-vis du client que vous devrez être transparent pour dire j'ai utilisé l'IA. C'est le client qui va vous dire vous m'avez quand même pas facturé un truc en mettant un type pendant 6 heures derrière un ordinateur, alors que vous pouviez le faire en 1 minute et demie avec une IA. Donc c'est comme ça que ça va se poser assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment les questions comme on aime se les poser, nous, avocats, au tout début. Il faudra mettre à jour nos règlements intérieurs. Alors. Je pense que c'est vraisemblable. Mais ils suivront. Mais excusez-moi, le temps de réponse rapide qu'on a, parce que vous l'avez démontré, finalement, on le perd avec les vérifications, avec les contrôles. Parce que s'il faut tout vérifier à chaque fois pour savoir si la réponse est exacte ou pas, est-ce que finalement, on gagne du temps tant que ça ? C'est ça la question. S'il faut vérifier à chaque fois la jurisprudence, la réglementation, voir si c'est le bon article, voir au niveau de la doctrine, les références, etc., etc., je ne suis pas sûre, finalement, que ce soit... Alors, deux choses. D'abord, vous avez remarqué que c'est un produit fini. C'est-à-dire que si vous l'avez validé, vous avez la consultation faite. Donc, ce temps-là, si la consultation est bonne, il est gagné. Et celui-là, on le perd jamais, même si vous faites des vérifications. Et puis ensuite, eh bien, la manière dont vous rentrez dans le sujet n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, la petite démo qu'on a faite sur cette question de comptabilité des notaires, comment est-ce que j'aurais fait ? Comment est-ce que j'aurais fait ? J'aurais été obligé de partir dans l'ordonnance de 45, de trouver un texte qui visait comptabilité, de trouver comptabilité qui m'aurait renvoyé à un décret probablement. Et puis dans ce décret, on m'aurait dit que qu'il pouvait y avoir des arrêtés, et j'aurais fini par trouver l'arrêté. Bon, mais j'aurais passé 3 ou 4 heures pour faire ça. Je dois vérifier que c'est vrai. Ben, c'est pas compliqué. Il me dit c'est l'arrêté du 24 janvier 2024 et c'est l'article 30. Quand même pas très compliqué. Toc. Je clique puisque j'ai ma source et je lis le texte. Si c'est pas bon, ah ben d'accord, ben je repars dans mon schéma habituel. Mais si c'est bon, c'est fini. J'ai terminé. Voilà. Voilà. Alors après, c'est qu'une question de taux de taux de juste et de pas juste. Donc plus le taux de juste monte, évidemment, plus on gagne de temps. Ça, c'est clair. Alors parmi l'une donc de vos points sensibles, c'était apprendre à s'en servir. Effectivement, il faut s'acculturer à cette notion du numérique et plus principalement de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut s'inspirer des grandes entreprises comme Cdiscount. Vous parliez tout à l'heure d'acculturation justement auprès de vos employés, ingénieurs, mais aussi staff légal, etc. Donc peut-être avant de répondre directement à votre question, vous dire que moi en tant que cliente, je serais sensible à ce que vous ne mettiez pas les données personnelles qui concernent l'entreprise dans le système. Voilà. Si c'est à la rigueur, je préfère pas savoir que vous l'utilisez, mais que vous ne mettez pas les données. Et pour parler de l'acculturation, alors ça a été vraiment un sujet nouveau pour nous, puisque précisément l'outil est accessible à tout le monde. Donc on a fait 2 choses. D'abord, on a encouragé tout le monde à l'utiliser pour son usage personnel, pour comprendre comment ça fonctionne. Effectivement, la façon dont on pose les questions conditionne vraiment la qualité de la réponse. Quand vous posez une question, parle-moi de la SARL, vous allez voir 3 lignes sur qu'est-ce que c'est qu'une SARL. Si vous lui dites je suis étudiant en droit, je dois faire une synthèse sur les avantages et les inconvénients de la SARL, ben là vous avez une réponse structurée avec quels sont les avantages en termes de flexibilité, fiscalité, etc. et quels sont les inconvénients. Voilà. Et évidemment, et ça n'empêche pas les vérifications, mais on voit quand même que par la qualité de la question, ce qu'on appelle le prompt, on augmente la qualité de la réponse. Donc c'est important de l'utiliser pour pas forcément son travail, mais tout simplement s'entraîner. Après, nous avons ce pool d'informaticiens dont je vous ai parlé, et nous avons ouvert un pilote avec plus d'une centaine de collaborateurs qui se sont portés volontaires pour utiliser ces outils-là dans leur travail. Et donc ils ont eu Copilot avant tout le monde, pour essayer de trouver des cas d'usage et comment ils peuvent gagner du temps, comment ils peuvent créer du contenu. Et donc, par exemple, les équipes création chez nous font une très, très grande partie des contenus visuels avec Midjourney, qui est un outil d'intelligence artificielle et ne passe plus un temps infini à faire des petits dessins, des photos, à retoucher, etc. Donc ça, c'est du gain de temps. La qualité de l'image est là. Et quand on s'entraîne à poser la question de la bonne façon, on arrive à avoir des résultats qui collent avec l'image que l'on veut montrer de l'entreprise. Donc, typiquement, ça a été des
usages qu'on a développés. Et puis, pour acculturer aussi les collaborateurs, on a créé des ateliers d'idéation. Donc, on a tous les 15 jours un atelier où les gens se rencontrent et partagent ensemble les idées qu'ils ont d'utilisation de l'IA, les tests qu'ils ont faits, qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Mais même ce qui ne fonctionne pas est intéressant parce que ça ne fonctionne pas chez l'un, ça peut fonctionner chez l'autre. Et donc, c'est important de favoriser l'échange. Voilà, on a des initiatives de ce type-là. Pour pouvoir amener les uns et les autres à intégrer ça dans sa pratique quotidienne, quel que soit le métier. D'accord. Bon, effectivement, c'est assez inspirant, même pour des petits cabinets, peut-être de reprendre l'exercice. Alors, à Bordeaux, j'ai vu qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Pauline Ebel, que j'avais rencontrée parce qu'elle avait monté une plateforme de produits responsables il y a quelques années, une fille vraiment intéressante. Et elle a monté des modules de formation pour les petites entreprises. Elle est à Bordeaux. Alors, pour ceux que ça intéresse, je ne suis pas en contact avec elle. Je ne prends pas de commission sur les... Mais elle a une façon d'expliquer de manière très, très simple comment fonctionne l'IA, comment on peut faire un prompt efficace. Et souvent, elle propose des petites formations sur des petites équipes, des petites structures. Et je pense que ça vaut le coup. Déjà, en termes d'animation de cabinet, ça peut être bien. Mais ça permet de mettre un pied de manière un peu ludique et de faire venir quelqu'un de l'extérieur, ça peut être une bonne idée. Voilà. C'est un peu l'exercice que vous avez mené, monsieur le vice-président, il y a quelques jours auprès de vos collaborateurs. Ah oui, non, c'était vraiment amusant de les faire jouer avec Perplexity, pas plus tard qu'hier. Et il n'y en a pas un qui n'est pas reparti avec l'application téléchargée sur son téléphone. Après, ça a été compliqué parce qu'ils ont continué à jouer et à poser des questions, effectivement, chacun de leur côté. Non, mais clairement, dès que vous le voyez fonctionner, quand même, c'est assez bluffant. Donc, je pense que ça sera plus facile à adopter que d'autres techniques. Quoi qu'il en soit, le système de la manière dont l'innovation se répand a été théorisé dans une vieille étude danoise de 1852 qui étudiait la manière dont les techniques agricoles s'étaient développées donc au Danemark ou en Norvège. C'est exclusivement le jour où votre voisin commence à l'utiliser que vous vous intéressez à une nouvelle technologie. Donc, à partir du moment où les avocats commenceront à l'utiliser, eh bien les autres avocats le feront. On est une profession qui est en général un peu frileuse, et donc la première question, c'est connaissez-vous un cabinet qui l'utilise déjà? Si la réponse c'est non, comptez pas sur nous pour faire le premier pas. Mais si on vous répond oui, il y a un cabinet et de préférence votre concurrent qui l'utilise, oui, là, à partir de ce moment-là, on commence à s'y intéresser. C'est comme ça que ça va se passer probablement. Alors, je vais revenir une dernière fois sur l'AI Act pour conclure au niveau réglementaire européen. Celui-ci donc, a aussi vocation donc, de protéger les consommateurs au sein de l'Union européenne, mais aussi, d'après la Commission, de favoriser l'innovation. Tout à l'heure, vous parliez d'usine à gaz. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce commentaire, sachant que l'AI Act fait 480 pages. Donc, vous comprenez le niveau d'usine à gaz. Donc, il faut le mettre dans le chat GPT déjà pour un petit résumé. Le secteur du numérique, en Europe, c'est une grande incompréhension. En fait, c'est des réglementations extrêmement tardives, avec la place laissée libre pour les géants américains et chinois pour prendre des positions dominantes sur notre marché et étouffer la capacité d'innovation et de développement des acteurs français européens. Quand on regarde le RGPD, par exemple, le RGPD a été un texte qui était censé être extraterritorial, mais d'une part, les administrations n'ont pas les moyens d'effectuer des contrôles dans des entreprises qui sont généralement basées ailleurs que chez nous, et quand elles ont des sièges chez nous, ce sont dans des États complaisants, donc le Luxembourg, l'Irlande, dans lesquels ne sont pas présents les centres data centers, les équipes d'IA, etc. Elles ne sont pas là, elles sont ailleurs, aux États-Unis ou en Chine. Et nous-mêmes, nous avons été confrontés à une vraie distorsion de concurrence dans le cadre de ces réglementations du numérique, du RGPD en particulier, avec des usages qui nous ont été interdits par la CNIL, qui ont été autorisés pour Amazon, qui, elle, est régulée par la CNIL luxembourgeoise. Et donc, je ne rentrerai pas dans le détail de l'usage, mais la réalité, c'est qu'on a perdu plusieurs centaines de millions d'euros par an depuis 8 ans. On a fini par
avoir gain de cause, et Amazon aujourd'hui est contraint de la même façon que nous le sommes. Mais la réalité, c'est que la CNIL, en prenant une décision de cette nature-là, a éteint plusieurs centaines de millions d'euros d'activité pour des opérateurs français. Et finalement, quand moi je vois des publications de sanctions des régulateurs, la première pour Google, c'était Madame Falque-Pirotin à l'époque, 50 millions, tout le monde s'extasiait. Bon. Quand on a commencé à arriver à 150 millions sur Google, tout le monde s'extasiait. Bon, alors moi, très clairement, j'ai appelé Google, je leur ai demandé quel était leur avocat, et je l'ai pris et je l'ai félicité. Et je lui ai dit, je suis sûre que votre client vous a félicité. Il m'a dit, bien sûr. Voilà. Donc, ces entreprises-là, il faut vraiment taper très fort pour que ça fasse mal. Donc là, maintenant, ça commence à taper, mais ça commence à taper au moment où ce sont déjà des monopoles, en fait. Et donc, la crainte que l'on a en voyant l'IA Act, et quelque part, c'est rassurant de voir que ça commence déjà à essaimer ailleurs, c'est qu'encore une fois, l'Europe a commencé par réguler avant de favoriser l'innovation. Voilà. Donc, si les acteurs français et européens ne peuvent pas innover, les autres le feront et continueront à capter les marchés sur le marché européen et les données des citoyens européens. Donc pour nous, ça c'est un sujet d'inquiétude majeur parce qu'on a l'expérience que l'on a et qu'aujourd'hui on voit bien que c'est très difficile de réguler le marché numérique en fait. Voilà. Oui, et ça a été un peu la mission de la Commission pendant ces 5 dernières années de réguler ou surréguler, ça dépend comment on le voit, le marché numérique. Et justement, cette régulation a fait un peu de l'Union européenne, en matière numérique, une sorte de puissance normative à l'international. Donc, vous parliez du RGPD, de l'AIA Act. Est-ce que ça fait de l'Union européenne, monsieur le vice-président, quelqu'un qui compte sur la scène juridique internationale et comment cela est perçu à l'international? Alors, je vais pas diverger par rapport à ce que vous avez dit, parce que ce que vous nous avez dit, c'est l'expérience réelle du terrain et de ce que vous avez vécu. Donc, par hypothèse, c'est la vérité. Mais si on reprend l'exemple du RGPD, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est de voir le nombre d'entreprises américaines qui s'intéressaient au RGPD. Je veux dire, les cabinets d'avocats américains qui vous interrogeaient sur le RGPD parce qu'il fallait bien des spécialistes français pour les aider à comprendre la réglementation, parce que leurs clients demandaient à être formés au RGPD, parce que malgré tout, nous avons un avantage qu'on n'a pas beaucoup utilisé, ça je le reconnais, mais on est le premier marché du monde. On est le marché le plus riche du monde et on est le marché sur lequel tout le monde veut rentrer. Donc, et je crois que c'est arrivé, si on se décide à utiliser le droit pour défendre notre marché, oui, ce droit-là peut avoir cet effet-là. Et il y a un certain nombre d'exemples que je vous ai mis sur l'écran, qui sont tous ces actes de l'Union européenne. Donc le DSA de 2022, donc il est extrêmement récent et vous en avez parlé. Oui, c'est une loi qui a un effet sur tous ceux qui rentrent sur notre marché. On fait aujourd'hui du normatif qui s'applique à ceux qui rentrent sur notre marché. Et à partir de ce moment-là, le droit devient un outil de défense de ce marché, ou devrait l'être également. Donc, bien entendu, le paquet climat, là aussi, avec l'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, pour tenir compte des problèmes de dumping, que vous connaissez. L'Union européenne s'est quand même construite énormément aussi sur l'aide d'État, les aides d'État et le contrôle des aides d'État. Donc, je pense que le droit et le travail de l'Union européenne, donc avec le dernier, c'est quand même les sanctions sur la Russie. Vous avez tout le mécanisme de sanctions. Si vous n'avez pas un système de mise en place de normes qui sont des normes qui permettent de sanctionner des acteurs, ça c'est un exemple qui est quand même extrêmement significatif. Et donc l'IA Act, me semble-t-il, rentre bien dans le cadre de cette conception du droit qui est aujourd'hui plus développée qu'elle ne l'était. Et vous avez raison de dire qu'on a mis du temps et que bien sûr, chaque fois qu'on est non pas dans du règlement, mais dans de la directive, on risque d'avoir des divergences pays par pays. Bien sûr, si les autorités nationales n'arrivent pas à se coordonner, on risque de nouveau d'avoir de la divergence. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est pas la faute de l'Union européenne si, au niveau national, on n'est pas capable
de s'harmoniser et de respecter ensuite le texte de la même façon. Mais l'Union, elle me semble aujourd'hui faire ce travail et nous donner un certain nombre d'outils qui peuvent protéger le marché, donc les citoyens européens. Donc moi, je suis plus optimiste que... Voilà. Et puis en plus, c'est plein d'outils pour les avocats, donc c'est peut-être pour ça que je suis optimiste aussi. Mais vous savez bien, vous connaissez cette formule. Il y a ceux qui fabriquent le gâteau, c'est vous, et ceux dont le métier est de couper les parts, c'est nous. On terminera, je pense, cet atelier sur une dernière observation très, très rapide. Avec tous ces textes que vous avez présentés, on voit bien effectivement que le secteur numérique a été mise en valeur lors de cette mandature de la Commission européenne. Il faut savoir que le Conseil de l'Union européenne, donc, qui réunit les différents gouvernements du marché unique, va maintenant s'atteler, en tout cas pour la prochaine mandature, à la mise en œuvre. Parce que jusque-là, bon, on a rédigé effectivement l'AI Act, le DSA, le DMA. Maintenant, il sera plus une question de mise en œuvre et de respect effectivement des règles. Donc un marché effectivement à prendre pour les avocats qui doivent accompagner les entreprises dans cette mise en œuvre. Et le réflexe européen est nécessaire, comme on vous l'a montré tout au long de cette journée. Revenir au droit européen, l'utiliser, l'appréhender et évidemment le maîtriser. Voilà, c'est sur cette dernière bonne parole que nous prêchons à la DBF que nous clôturons cet atelier. Je vous remercie d'être venu. Merci pour votre et invitation. de vous avoir présenté vos différentes perspectives. Et nous allons passer maintenant à la clôture.